Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette première séance sur le régionalisme. Pour cette première séance, nous avons à faire appel à M. Romain Pasquier, que je remercie d'être venu de Bretagne, et qui est un spécialiste en sciences politiques. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Rennes et vous avez soutenu une thèse de doctorat sur la capacité politique des régions en France et en Espagne. Donc ça a été fait à l'université de Rennes 1 et vous avez soutenu une thèse pour laquelle vous avez reçu plusieurs prix. Vous avez été lauréat de la bourse Jean Monnet et vous avez travaillé ensuite au centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen de Florence dans les années 2000. Depuis 2010, vous êtes au centre de recherche, au centre d'études européen de sciences politiques à Paris et vous êtes devenu ensuite chercheur au CNRS. Et depuis maintenant 2015, vous dirigez la chaire Territoire et mutation de l'action publique, d'où le sigle TMAP, à Sciences Po Rennes. Je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Ravi d'être avec vous ce matin pour effectivement chercher à identifier quelles pourraient être les grilles de lecture des régionalismes en Europe. Donc j'ai bien noté qu'il y avait dans votre cycle la présentation d'un certain nombre d'études de cas. Donc je n'entrerai pas trop dans le détail des études de cas, qui sont à chaque fois effectivement assez singulières, liées à des histoires stato-nationales, à des histoires régionales, mais essayer de vous proposer plutôt dans une perspective qu'on peut appeler de sociologie politique comparative, ce qui contribue à fabriquer le régionalisme en Europe, ce qui alimente ces cycles, donc les facteurs de développement, et aussi sans doute d'essayer de vous proposer une typologie de ces formes du régionalisme, parce qu'ils sont quand même assez différents d'une région à l'autre. Donc le programme de la matinée, rassurez-vous, je vais essayer quand même d'être assez synthétique pour qu'évidemment on en discute et que ça laisse la place au débat, mais je vais aborder ces 6 points. Tout d'abord vous donner une définition de ce qu'est le régionalisme, ça paraît important pour démarrer votre cycle. Ensuite, j'aborderai un concept absolument clé si vous voulez comprendre les systèmes politiques européens, dont le régionalisme, c'est le clivage centre-périphérie. Donc c'est un vieux concept, j'y reviendrai, ce qui nous permettra ensuite d'aborder les cycles du régionalisme depuis le 19e siècle en Europe et essayer d'identifier les facteurs de développement, tout comme les typologies de ce régionalisme. Et enfin, je terminerai sur ce que le régionalisme fait à l'État, ou plutôt aux organisations territoriales, en voyant comment il est un facteur d'aménagement, de réaménagement, de déstabilisation du pouvoir, parfois en Europe. Voilà le programme, voilà le menu, j'espère qu'il vous conviendra. Alors, c'est quoi le régionalisme ? Moi, je le définis comme l'ensemble des mobilisations qui militent pour la défense et ou la valorisation d'une identité collective subétatique, dans le but de contraindre les gouvernements centraux à des aménagements du pouvoir et à la reconnaissance d'identités linguistiques et culturelles. Donc ça, c'est une définition que j'ai adaptée d'un travail qu'on avait fait avec Tudy Kernaghen, que vous allez voir la semaine prochaine, je crois, sur une comparaison Bretagne-Écosse, sur voilà, la fragmentation territoriale en Europe. Et lorsqu'on prend cette définition et qu'on se balade un petit peu en Europe, effectivement, on repère ces revendications identitaires multiformes. Donc vous voyez, elles sont multiformes, je suis désolé, j'ai fait de mon mieux avec la carte. Elle date de 2016-2017, cette carte, tirée du monde diplomatique, mais on y voit effectivement parfois
en Europe de l'Ouest, il y a eu des mouvements indépendantistes armés. Certains ne sont pas complètement démantelés et peuvent être en sommeil, évidemment en Corse, au Pays Basque, en Irlande du Nord. Il y a eu des revendications pour l'indépendance ou le rattachement à un autre pays. On peut penser à l'Écosse, à l'Irlande du Nord, à la Flandre, à la Catalogne, au Pays Basque, à la Corse, sans parler évidemment des territoires ultramarins, ça nous concerne, hein, comme la Nouvelle-Calédonie par exemple. Des revendications autonomistes, d'audience variable, bon, là c'est plutôt en orange sur la carte, ou simplement des minorités revendiquant des droits linguistiques ou culturels. Donc, lorsqu'on prend tout cela, on voit que c'est majoritairement, effectivement, en termes d'intensité, que l'Europe de l'Ouest est particulièrement concernée, mais que potentiellement, notamment si on a une vision plus culturelle, ça va aussi concerner la Scandinavie ou certains pays d'Europe centrale et orientale. Et puis, dernière carte, les points chauds de ces dernières années, hein, qui ont fait l'actualité ces dernières années. Bien sûr, dans l'ordre, la Catalogne peut-être, hein, qui a organisé, en tout cas le gouvernement régional avait organisé un référendum dénoncé par le gouvernement central et le tribunal constitutionnel espagnol, donc qui a enclenché une conflictualité extrêmement importante en Espagne ces dernières années, qui n'est pas complètement terminée, avec voilà, la mise en prison d'un certain nombre de responsables politiques régionaux, hein, pour de nombreuses années. Donc voilà, là on est arrivé véritablement aux limites de la rupture entre la Catalogne et l'Espagne ces dernières années, mais quelque chose qui va revenir dans quelques mois, c'est aussi l'Écosse. Hein. Nous recevions, nous par exemple, il y a 3 jours à Sciences Po Rennes, Alex Salmond, qui est l'ancien Premier ministre écossais, et qui vient de créer un nouveau parti qui entend promouvoir de manière beaucoup plus vigoureuse que le Scottish National Party l'indépendance, le SNP dirigeant avec Nicola Sturgeon actuellement l'Écosse. Donc dans le contexte post-Brexit, l'Écosse aussi, et évidemment la Flandre, le Pays Basque, mais aussi, vous voyez, le nord de l'Italie, où en Lombardie et en Vénétie, en 2017, on a eu des référendums sur une plus grande autonomie. Et puis, encore une fois, si on voit la France au sens extra-métropolitaine, hein, les territoires ultramarins ont connu notamment des référendums sur l'indépendance et la Nouvelle-Calédonie, et actuellement en Corse, il y a un débat très fort sur l'autonomie, hein, notamment un débat constitutionnel. Donc, vous voyez, des points chauds un peu partout en Europe de l'Ouest. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Et là, la science politique dispose, à mon avis, d'un très bon concept, qui est un concept qui a été construit dans les années 60-70 par un politiste norvégien, Stein Rokkan, et son collègue britannique Derek Irwin, qui est la notion de clivage centre-périphérie. Alors, je ne rentre pas dans les détails, simplement, ils estiment que depuis le Moyen-Âge, hein, la sociologie politique européenne s'organise autour de grands clivages. Hein, ces clivages, dans la vie politique, ils s'expriment à travers des partis politiques. Mais ces grands clivages sont liés à des grandes oppositions dans les systèmes politiques européens, l'Église contre l'État, l'urbain contre le rural, le monde ouvrier contre le patronat, vous voyez, donc, et ça va donner lieu à des partis, par exemple les partis socialistes contre les partis qui vont plutôt représenter une droite et donc le patronat, etc. Et ils nous disent, il y a un grand clivage et c'est le plus ancien puisqu'il est lié à la construction de l'État, à la domination territoriale de l'État, quand il émerge sous sa forme, entre guillemets, moderne, stato-nationale au sortir du Moyen-Âge, c'est le clivage centre-périphérie, c'est-à-dire la tentation d'une hégémonie territoriale
sur un territoire donné. Cette hégémonie territoriale va supposer qu'il y ait des gagnants et des perdants, hein, des dominants et des dominés. Et donc, cette périphérisation d'un certain nombre de territoires, mais qui veut dire aussi des populations, avec parfois des cultures différentes, des langues différentes, des religions différentes, des géographies différentes, va construire au sein même de ces États des clivages entre le centre et certaines périphéries. Alors, c'est lié à quoi? Aux trois facteurs essentiels que je vous ai donnés là. Tout d'abord, les cycles économiques longs, nous disent Rockhahn et Irwin. Exemple, la révolution industrielle. La révolution industrielle, tout au long du XIXe siècle, bon, elle prend différentes formes, mais elle va avantager certaines régions qui vont s'industrialiser plus fortement que d'autres. Et donc, vous allez avoir des élites économiques, politiques, qui vont défendre les intérêts de tel ou tel territoire en lien avec ces nouvelles industries. À l'inverse, des territoires qui vont rester, par exemple, plus ruraux, vont être dominés par d'autres types d'élites, attachées à d'autres valeurs, peut-être plus conservatrices, plus liées à l'Église, etc. Et donc, il va y avoir un conflit entre une forme de progressisme économique et social et d'autres formes qu'on pourrait qualifier de conservatisme. Vous voyez ? Politique d'unification nationale ensuite. Ces États qui cherchent à construire une hégémonie, eh bien, ils vont développer des outils pour unifier, pour créer ce que l'abbé Sieyès appelait le grand tout, la nation. Donc, on va utiliser la langue nationale. Vous voyez, en France, ça remonte à Villers-Cotterêts, mais c'est accéléré très fortement avec la Révolution française, où on va interdire de parler certaines langues régionales, hein, à partir du XIXe siècle, notamment au début de la Troisième République. Bon, il y a les langues, il y a l'éducation, on va raconter une histoire nationale, hein, confèrent les travaux de Suzanne Citron. Bon, on va aussi construire, j'y suis arrivé comme ça en 1h25, une étoile ferroviaire. Hein. Pour aller à Bordeaux, de Rennes, je passe par Paris. Hein, sinon, j'en ai pour ma journée. Hein. Bon, l'étoile ferroviaire française qui se construit à partir des années 1840-1850, c'est une forme d'unification du territoire. Hein. Même chose pour le plan Freycinet sur les routes secondaires dans les années 1880. On unifie. Hein. Et alors, cette unification, évidemment, crée des crispations dans certaines périphéries ou dans certains territoires qui semblent délaissés ou qui ne veulent pas justement être intégrés trop fortement dans ce grand récit et cette grande communauté nationale. Parce que, évidemment, ces cycles économiques longs, ces politiques d'unification vont produire des transformations sur les sociétés locales. Exemple, le nationalisme basque naît notamment lorsque l'industrialisation du Pays basque s'accélère. Hein, vous savez que les industries lourdes espagnoles ne se construisent pas d'abord à Madrid, elles se construisent d'abord au Pays basque et en Catalogne. Notamment au Pays basque, les industries lourdes, hein, métallurgie, sidérurgie, etc. Et ils font venir des ouvriers d'Andalousie, assez rapidement. Hein, ils les appellent en basque les maquetos. Bon, ben, le nationalisme basque se construit sur, voilà, dire, nous on est différents de ces Andalous qui parlent une langue qui n'est pas la nôtre, qui, voilà, ils n'ont pas le même rapport à la religion, voilà, ils ont presque même une morphologie qui n'est pas tout à fait comme la nôtre, etc. Donc il y a une forme, vous voyez, de transformation de la société locale. Notre société rurale, traditionnelle, catholique, conservatrice, avec nos traditions, sont bousculées par l'arrivée d'autres populations. Hein. Et donc, bah, voilà, ça crée des tensions qui peuvent générer des mobilisations contre cela. Donc, le clivage centre-périphérie, il va générer trois types de conflits. Un conflit sur le pouvoir, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des perdants et des gagnants.
voilà, le duc de Bourgogne aurait pu gagner, hein, il a perdu. Le duc de Bretagne aurait pu gagner, hein, il a perdu. Hein, donc quand vous voyez les travaux, par exemple, d'un sociologue et historien allemand Norbert Elias, hein, bon, bah, il vous explique cela, que par un jeu de concurrence guerrière, mais aussi à travers des mariages, etc., il y a une hégémonie qui se construit sur certains territoires qui crée que, bah, voilà, là c'est plutôt le roi de France qui l'a emporté, mais ça aurait pu être une autre filiation, hein, une autre réalité territoriale. Hein. Donc voilà, le conflit sur le pouvoir. Et donc, vous voyez, on refait toujours le match quelque part. Ceux qui ont perdu, ils espèrent toujours, en tout cas ceux qui ont gardé un petit espoir, renverser cet état des lieux. Hein. Et donc avec de nouvelles conditions, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas refaire le match? Hein. Les Écossais, c'est ça. Hein, ils ont été contraints à un traité d'union. Bon, voilà, 200 ans plus tard, est-ce qu'on ne peut pas refaire le match? Hein. Centralisation culturelle aussi, parce qu'il y a des langues différentes. Bon, je n'ai pas mis la carte des langues d'Europe, mais c'est extraordinaire la diversité. Hein. Et donc, quand vous dites langue, vous dites histoire, vous dites référence à un patrimoine, presque à une esthétique d'un paysage. Vous savez, dans certaines langues, il y a des mots qui sont très spécifiques. Hein. Vous voyez, en Bretagne, par exemple, le glaze, G-L-A-Z, bah, c'est une couleur qui n'existe pas en français. Hein, entre le vert et le bleu, c'est la couleur de la mer. Hein. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais vous voyez, c'est que derrière les langues, c'est tout un rapport au monde, en fait, qui est construit. Et donc, c'est très puissant comme vecteur d'identification. Hein. Et à peu près partout où il y a des points chauds en Europe de l'Ouest, c'est lié à la réalité d'une langue spécifique, hein, qui résiste d'une manière ou d'une autre à l'intégration dans la communauté linguistique nationale. Hein. C'est vrai au Pays de Galles, c'est vrai en Catalogne, en Galice, au Pays Basque, en Bretagne, en Corse, en Flandre. Vous voyez, il n'y a pas de contre-exemple, très peu. Donc, et puis sur l'histoire, bien sûr, hein, d'où des conflits entre historiens. Hein, voilà, vous voyez, il y a tous les historiens français du XIXe siècle qui ont célébré le grand récit national. Mais vous avez plein de petits érudits locaux qui vont commencer à contredire cette vision. Hein. Nous aussi, on a notre Valmy, nous aussi, on a notre... Vous voyez, hein, donc il y a des conflits sur l'historiographie. Hein, et on voit ça dans tous les territoires que je vous disais que je vous pointais tout à l'heure, point chaud. Vous avez la vision des Écossais sur l'Union, vous avez la vision des Catalans sur le 19e siècle espagnol, etc. etc. Bon. Et évidemment le conflit sur les ressources, sur le développement économique. Là d'ailleurs avec évidemment les renversements liés au cycle économique long vont produire les conditions pour justement parfois refaire le match. Hein. Exemple, prenez l'Espagne. Hein, l'Espagne, au sortir du Moyen-Âge, les élites castillanes, comme les élites anglaises et françaises, sont précurseurs dans la construction de l'État-nation. Hein. Elles y parviennent dès le XVIIIe siècle. Il y a une forme, même la fin du XVIIe siècle, elles parviennent à unifier, bon an, mal an, les royaumes d'Espagne. Eh bien, au XIXe siècle, avec la révolution industrielle et toutes les difficultés politiques de l'Espagne, on voit une industrialisation qui va déséquilibrer le partage des ressources. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'industrialisation espagnole commence dans deux régions, la Catalogne et le Pays Basque. Donc, vous voyez, là, on va voir un régionalisme des riches se construire. Voilà. Ils veulent nous imposer un modèle castillan et ils sont plus pauvres que nous. Vous voyez? Donc, le conflit sur les ressources, soit vous êtes vraiment très pauvre, vous en voulez plus, ou soit vous êtes très riche et vous ne voulez pas vous embêter avec les pauvres,
dans les deux cas, vous avez des formes de régionalisme qui peuvent naître, évidemment en lien avec le conflit sur le pouvoir, évidemment en lien avec le conflit sur la langue. Tout cela est interdépendant, si vous voulez. Hein, mais c'est comme ça que se fabrique, s'entretient, et on va le voir, en fonction des cycles économiques, il y a des séquences. Hein. Les voilà les séquences, de mon point de vue. Il y a 4 grandes séquences depuis le 19e siècle autour des régionalismes en Europe. Il y a la séquence de la fin du 19e siècle. C'est plutôt, pas exclusivement, parce qu'il y a toujours des exceptions, hein, mais c'est plutôt un régionalisme conservateur. C'est-à-dire un régionalisme qui est centré sur des valeurs liées à la religion, liées à l'ébranlement des sociétés traditionnelles via la révolution industrielle, et la nécessité de préserver cette tradition. Donc c'est, voilà, par exemple, l'émergence du Parti nationaliste basque, qui doit aujourd'hui être l'un des plus vieux partis d'Europe. 1895. Le PNUB, il existe toujours, et vous voyez, il naît en 1895, donc et l'histoire est longue. Hein. Donc, plutôt des régionalismes conservateurs qui refusent la révolution industrielle, parce que la révolution industrielle est en train de modifier les sociétés locales, donc les rapports de pouvoir, donc une remise en cause des élites traditionnelles. Hein. Et voilà, plus près de nous, Tudy Carnal-Hagen vous montrera que le régionalisme en Bretagne, c'est plutôt des élites aristocratiques au départ, hein, qui vont le promouvoir, parce qu'elles voient évidemment que la République et la révolution industrielle sont en train de bousculer leur rapport à leurs paysans, par exemple. Bon. Ça, c'est la première phase. Donc, voilà. 1920-1930, tout autre contexte. Hein. Tout autre contexte 30 ans plus tard. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc là, la Première Guerre mondiale est passée. Hein, Wilson est passé par là, le président américain. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc tout peuple, hein, qui croit en son identité, en ses droits, en ses devoirs, peut s'autodéterminer et créer son propre espace et sa propre communauté. Hein. C'est alimenté, cela, notamment beaucoup en Europe de l'Ouest, par les promesses de la révolution irlandaise 1916, hein, où les Irlandais s'émancipent de la tutelle anglaise. Ils font une guerre. Et là, on voit à ce moment-là, plutôt en Europe de l'Ouest, un régionalisme, nationalisme de droite, hein, plutôt centré sur des valeurs identitaires, hein, essentialistes, se développer. Ce qui fait que pour certains d'entre eux, ils basculeront vers des formes de collaboration. Parce que c'est un nationalisme, encore une fois, là, qui cherche à construire des nations sur le modèle irlandais. Et donc, on va passer des accords avec ceux qui, éventuellement, pourraient soutenir ce projet. Troisième séquence, c'est les années 60-70. Donc, vous voyez, là, on est dans un autre cycle économique long. Ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses. Donc là aussi, une accélération très forte de la croissance économique, de l'industrialisation. Ça bouscule, après la révolution industrielle, ça bouscule encore les territoires, avec une émigration très forte, notamment dans des régions rurales. Voilà, c'est l'achèvement de l'économie industrielle, hein, les 30 glorieuses en France, mais aussi plus généralement en Europe de l'Ouest. Et donc là, il y a deux phénomènes. Donc, il y a le phénomène du cycle économique long, et puis, notamment dans les deux grands, bientôt ex-empires, Royaume-Uni et France, la décolonisation. Hein, la décolonisation est un phénomène majeur qui va avoir des effets très notable sur le régionalisme. Parce que
voilà, les nouveaux militants, un jeune baby-boomer du milieu des années 60, vont copier, hein, quelque part, les luttes nationales algériennes, vietnamiennes, etc., et l'importer dans le contexte ouest européen. Donc c'est ce qu'on appelait dans la France le colonialisme intérieur, par exemple. Donc il faut libérer les territoires colonisés, pas simplement voyez, de par le monde, les parcelles d'empire, mais à l'intérieur de la France, le colonialisme intérieur. Donc ça c'est très... Et ça c'est un régionalisme, nationalisme de gauche et d'extrême gauche, totalement à l'inverse des séquences précédentes. Enfin, à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, on est dans un autre cycle économique long. Oui, fin du XXe à aujourd'hui, XXIe. On est dans un autre cycle économique qu'est la mondialisation économique. Je vous rappelle, voilà, pour moi, la mondialisation économique, elle commence vraiment à l'entrée de la Chine dans l'OMC, donc 2001. C'est là où, après, c'est un autre monde qui... Et ça crée énormément de déstabilisation sur les États. Et prenons le relais de l'intégration européenne, qui elle-même a fortement déstabilisé les États européens. Donc intégration européenne, mondialisation économique et décentralisation vont être les vecteurs de cette dernière période, dont on connaît encore quelques soubresauts. Alors, il est vraisemblable que cette période va sans doute en partie se terminer, me semble-t-il, d'une manière ou d'une autre. L'intégration européenne n'est plus le processus aussi puissant qu'il a pu l'être pour l'émancipation des régions. On l'a vu avec la Catalogne. L'Union européenne a fermé la porte à Carles Puigdemont et à ses équipes. L'Écosse n'a pas réussi pour le moment à revenir, malgré la volonté de ses élites, malgré une très nette majorité dans l'opinion publique écossaise, à revenir dans l'Union européenne. Donc voilà, cette quatrième période est peut-être en train de se finir, tout comme la mondialisation économique. Mais voilà, étant en croyant vraiment à l'efficacité de cette notion de clivage centre-périphérie, il y aura de nouveaux paramètres qui viendront réactiver. Vous voyez, ce clivage centre-périphérie, c'est une constante de la politique européenne, et à différentes périodes, en fonction de paramètres qui changent, il y a une réactivation. À peu près sur les mêmes territoires. Alors, pour préciser les choses, sur la période plus contemporaine, quels sont les facteurs de développement et de réactivation de ce clivage centre-périphérie qui alimente le régionalisme? Pour être à peu près, essayer d'être clair, quelques facteurs macro, méso et micro. Facteurs macro, je viens d'en parler. Ces trois grands processus, donc l'intégration européenne évidemment, et son projet post-étatique. Ne jamais oublier, on l'oublie parfois, mais qu'à l'origine, le projet européen est quand même d'inspiration fédéraliste. Il s'agit d'éviter une troisième guerre mondiale en Europe, et donc il faut trouver les moyens de désarmer les États. Alors un moyen de désarmer les États, c'est de créer beaucoup d'interdépendances, notamment sur le charbon, sur l'acier, tout ce qui a permis à faire la guerre. Donc l'interdépendance économique doit nous permettre d'éviter la guerre. Mais aussi une autre forme d'organisation, c'est-à-dire d'enlever aussi certains pouvoirs à l'État. Et c'est le projet, par exemple, d'un fédéraliste célèbre. Alors maintenant, évidemment, son nom est un peu disparu, mais Denis de Rougemont, qui en 1968 écrit « L'Europe des régions », et qui va inspirer beaucoup
nombre de fédéralistes européens dans les années et décennies qui suivent. Et l'achèvement de ça, quelque part, c'est le traité de Maastricht en 1992, où est créé le comité des régions, donc est un organe consultatif, mais que certains, alors aujourd'hui on sait que ça ne se passera pas, en tout cas pas tout de suite, qui avaient imaginé ce comité comme le nouveau Sénat des régions en Europe. Vous voyez, il y a une deuxième chambre à côté du Parlement européen. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais donc l'intégration européenne, avec la création aussi d'une politique régionale extrêmement puissante, hein, et elle reste puissante, hein, la politique régionale, donc c'est-à-dire, vous voyez, c'est des politiques d'aide aux régions, notamment les plus en difficulté sur le plan économique. C'est 35% encore aujourd'hui du budget de l'Union européenne. Hein. C'est plus de 380 milliards d'euros sur 7 ans. Vous voyez, ce n'est pas des petits budgets. Hein, mais ça, c'est le budget européen qui aide les régions, notamment celles qui ont les plus grandes difficultés. Donc, vous voyez, l'intégration européenne, par sa philosophie, par certains outils, va aider à la régionalisation politique, va permettre, bon, mondialisation économique aussi, puisqu'on va se rendre compte dans la mondialisation qu'on peut vivre très bien en étant un tout petit État. Vous voyez, qu'est-ce que disent les Catalans ou les Écossais? Bah alors, mondialisation économique, regardez le Danemark. Le Danemark, c'est moins peuplé que la Catalogne ou l'Écosse. Hein. Regardez la Slovénie, regardez Malte, regardez Singapour, etc. Regardez la Suisse. Vous voyez, donc voilà, il y a toute une série d'États, de régions ou de communautés autonomes, ou peu importe le nom, qui vont se dire que dans la mondialisation économique, il y a un tel niveau d'interdépendance qu'on n'a plus besoin d'un État. On n'a plus besoin d'un État. Hein, il suffit d'avoir une bonne économie, être innovant, être fier de soi-même, et on se lance dans cette mondialisation économique. Hein, vous voyez, c'est le démarrage du rêve catalan, c'est 1992 et les Jeux Olympiques de Barcelone. Jordi Pujol, le vice-roi d'Espagne, comme il était surnommé, qui voilà, lance le début du rêve catalan. Hein, bon, avec, vous voyez, toute l'industrie catalane, textile, tout ce qui, voilà, le tourisme, voilà, la rénovation de Barcelone. Alors on voit aujourd'hui, vous voyez, évidemment, 30 ans plus tard, que tout cela, voilà, il n'y a pas eu que des succès, évidemment. Mais c'est comme ça que c'est vécu. Et l'Écosse, vous voyez, entre le pétrole de la mer du Nord, le secteur bancaire, les énergies renouvelables et compagnie, ils se sont dit, c'est bon, on n'a plus besoin du Royaume-Uni. C'est ça le pari du Scottish National Party. Donc, mondialisation économique, c'est un contexte très, très important. Et puis, les réformes de décentralisation, parce que tout ça, évidemment, a bousculé les États qui ont été contraints d'aménager leur pouvoir, de donner de l'autonomie à certains territoires. Hein. Et d'autant plus que l'intégration européenne et la mondialisation économique leur a privé d'une maîtrise de leurs frontières, donc les a fragilisés sur le plan des finances publiques. Donc c'est toutes les réformes voilà, qui vont émailler tous les pays d'Europe de l'Ouest dans les années 80-90. Au niveau méso, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a des logiques d'identification qui sont variables d'un territoire à l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que selon l'histoire régionale, l'histoire nationale, les constructions identitaires dans les régions que vous allez analyser dans votre cycle d'études ne sont pas les mêmes. Les logiques d'identification ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les logiques d'identification sont toujours composites. On se sent à la fois citoyen du 14e arrondissement, parisien, je ne sais pas, peut-être ici breton, et puis français, européen, etc. Donc voilà, les identités sont toujours un peu composites. Hein. Mais lorsqu'on regarde certains territoires, on voit qu'il y a des identifications qui sont plus fortes que d'autres, et parfois plus exclusives que d'autres. Et on a été un certain nombre, il y a une quinzaine d'années,
a pratiqué notamment la question Moreno. Moreno, c'est Luis Moreno, c'est un chercheur espagnol, mais qui a beaucoup travaillé en Écosse, qui a été le premier, il y a 25 ans, à mettre en place des questionnaires pour essayer de mesurer l'identification relative des citoyens. Exemple, est-ce que vous vous sentez exclusivement écossais? Est-ce que vous vous sentez plus écossais que britannique? Est-ce que vous vous sentez autant écossais que britannique? Est-ce que vous vous sentez plus britannique qu'écossais? Est-ce que vous vous sentez exclusivement britannique? Et donc si vous... Alors, longtemps, cette question a été interdite par le ministère de l'Intérieur français, par exemple. Hein? Bon, vous voyez, là aussi, les temps changent, maintenant on a le droit. Hein? Et on est passé d'ailleurs par les collectivités territoriales pour faire ça. Mais, et donc, qu'est-ce qui montre, tous ces travaux qui ont 20 ans, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent que plus vous avez une identification exclusive à une identité infranationale, les partis régionalistes ou nationalistes vont être puissants. Par exemple, si je prends le cas breton, où l'identification au territoire est très forte, hein, mais elle est très peu exclusive. Par exemple, vous avez 50% des Bretons qui se sentent autant bretons que français. Si vous y ajoutez même ceux qui se sentent plus bretons que français, ils sont 75%. Mais vous ne trouvez que 2% de Bretons qui se sentent exclusivement bretons. Oui. Si vous allez en Écosse, c'est 25% d'Écossais qui se sentent exclusivement écossais et surtout pas britanniques. C'est à peu près les mêmes taux en Catalogne, au Pays Basque, au Pays de Galles. Et on ne l'a jamais fait. Je ne connais pas de chiffres, mais je pense qu'en Corse, c'est pas très très loin aussi. Hein, vous voyez ? Alors que dans d'autres régions, la Galice, la Bretagne, voilà, dans des régions aussi souvent qui ont été marquées par des difficultés économiques et par des liens d'interdépendance fortes avec l'État central, les choses sont plus équilibrées et finalement c'est davantage un régionalisme culturel que politique qui s'est développé. Jusqu'à présent, vous savez, l'histoire n'est jamais finie, hein, mais jusqu'à présent c'est assez clair. Donc ça c'est fondamental. Pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. Hein, les logiques d'identification sont composites en Europe et c'est ça qui va créer une forme de stock de ressources pour les partis ethno-régionalistes. Hein, si vous travaillez avec 25% d'une population qui se sent exclusivement du territoire et pas de la communauté nationale, il y a des choses à faire. Hein, il y a des choses à faire. Bon. Alors ensuite, il y a des éléments aussi plus micros, hein, que là, les spécialistes des partis politiques connaissent bien. Hein. Regardez comment se construit le marché politique régional. Est-ce qu'il y a une seule organisation politique régionaliste ou nationaliste? Est-ce qu'il y a une offre politique complète? Dans certains cas régionaux, vous avez la déclinaison en organisation régionaliste de la gauche à la droite. Hein, c'est le cas en Catalogne, par exemple. Hein. Vous avez dans d'autres cas un seul parti qui est un peu hégémonique. C'est le cas, ça a longtemps été le cas en Écosse, avec le Scottish National Party. Mais c'est en train de changer. Il faut regarder aussi les règles électorales. Est-ce qu'on est dans un système majoritaire? Longtemps en France, évidemment, la pratique du scrutin majoritaire à 2 tours est un désavantage pour les petits partis. Hein. Et pour les partis régionalistes et nationalistes qui étaient traditionnellement assez petits, notamment en France métropole, bien des difficultés à être représentés. Sauf que lorsqu'ils deviennent vraiment majoritaires, comme en Corse, alors là, pour le coup, boum, ils captent tout. Hein. The winner takes all. Vous voyez, bon. Donc, et bien entendu, regardez aussi le leadership, les réseaux militants, tout ça varie beaucoup, hein, d'un territoire à l'autre. La question du leadership est fondamentale. Hein. Un Jordi Pujol, un Gilles Simeoni, un Alex Salmon. Hein. Là aussi, vous voyez, c'est à l'échelle du territoire, ce sont des gens qui vont avoir une force charismatique à un moment donné, un alignement de planètes qui vont leur donner un supplément de capacité pour imposer le régionalisme dans le débat régional, ce que
par exemple, on n'a quasiment jamais eu en Bretagne. En tout cas, pourtant avec un très vieux parti qui s'appelle l'Union démocratique bretonne, 1964, vous voyez, un vieux parti, mais il n'y a jamais eu de leader qui s'est imposé parce que, organisation très horizontale, ils ne veulent pas de leader. Un peu comme les Verts en France, vous voyez. Ils ne veulent pas de leader, c'est des militants, etc. Bon. Donc là aussi, il faut regarder précisément pour expliquer quand même à certains moments pourquoi le régionalisme peut s'imposer. Alors, là, juste pour vous dire, vous voyez, quand on commence à croiser ce que j'appelle les logiques d'identification avec les logiques d'action, alors est-ce que ce sont des partis, est-ce que ce sont des mouvements sociaux, est-ce que ce sont simplement des coalitions d'acteurs privés ou publics, ou est-ce que véritablement le régionalisme est intégré à la structure de l'État? Là, vous avez des formes de régionalisme évidemment très différentes. Vous avez des formes de ce qu'on peut appeler de régionalisme constitutionnel. Le fédéralisme, beaucoup de fédéralisme sont des formes de régionalisme constitutionnel. Si vous prenez la Suisse, si vous prenez la Belgique à partir des années 70, ou des États quasi fédéraux, voilà, en fait, l'État cherche des arrangements, la forme de l'État cherche des arrangements entre des communautés ou des différentes culturelles, religieuses. Bon. Régionalisme politique ensuite, régionalisme culturel, régionalisme économique. Là aussi, c'est un autre aspect que je n'ai pas beaucoup développé, mais dans la compétition économique, évidemment, les ressources territoriales peuvent être utilisées. Vous voyez, on connaît davantage le whisky écossais que des mots du Scott. Le Scott n'est plus parlé en Écosse, ou quelques érudits, mais vous allez en Écosse, personne ne parle le Scott, contrairement au Pays de Galles d'ailleurs, où c'est une langue qui reste très parlée. Mais ils ont réussi à faire de l'identité écossaise à travers, vous voyez, des images, des ressources économiques, des symboles économiques, etc., un étendard extrêmement structurant et puissant. Donc le régionalisme économique, on le voit aussi en Catalogne, au Pays Basque, en Flandre, sont des éléments aussi très importants aujourd'hui de l'identité de ces territoires. Parce que ça leur a souvent permis de renforcer le stigmate. La Flandre, c'est ça. Voilà, longtemps terre rurale, dominée par un espace francophone, qui les quand même les mettait dans une situation d'infériorité culturelle, économique et politique, et ils vont parvenir à renverser le stigmate, c'est-à-dire à imposer leur langue, à être bien plus riches que la Wallonie, etc., etc. Bon. Alors, pour terminer, régionalisme et organisation territoriale. Qu'est-ce que les régionalismes font aux organisations territoriales européennes? S'il n'y a qu'une idée à retenir, c'est à mon avis la différenciation croissante qui est à l'œuvre, quels que soient les États. Vous savez, il y a plusieurs... Quand vous faites du droit constitutionnel, on vous présente toujours deux grandes catégories, les États unitaires, les États fédéraux. Bon. À mon avis, ça ne marche plus trop, ça. C'est important de le connaître, c'est important pour les jeunes étudiants, mais ça ne marche plus trop. En réalité, tous ces États sont en train de s'hybrider. Ils sont de plus en plus asymétriques, parce qu'ils sont travaillés par des formes de régionalisme. Le régionalisme est en train de faire tranquillement, mais sûrement, en particulier en France d'ailleurs, d'imploser les modèles classiques de classification des régimes. J'en veux pour preuve l'émergence d'États qui ne rentrent plus dans cette catégorie. Ce que j'appelle moi les États asymétriques et hybrides, qui sont, ils sont là, par exemple, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Bon, je n'ai pas mis la France, mais on pourrait pratiquement la mettre. C'est-à-dire qu'ils
ils ont pour point commun, me semble-t-il, de reconnaître l'autonomie régionale sur des modalités asymétriques, c'est-à-dire que vous avez un statut d'autonomie particulier parce qu'on vous reconnaît des droits culturels et politiques spécifiques. Donc la dévolution britannique, c'est ça. Le processus autonomique espagnol, c'est ça. Le régionalisme, l'État régional italien, c'est cela. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait des États fédéraux, c'est-à-dire des États de régionalisme constitutionnel, hein, où notamment les régions participent directement à la législation fédérale à travers la Chambre haute, hein, où les régions sont représentées. Le Bundesrat allemand, par exemple. Hein, vous voyez, les Sénats dans les systèmes fédéraux représentent les régions ou les États fédérés. Bon. Ces États-là n'ont pas encore cela. Ils sont dans un entre-deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mets pas, on peut pas, enfin, je n'ose pas mettre la France, mais si vous regardez là, vous voyez deux États qui ont très largement emprunté au modèle français, au moins au début. Hein, le modèle espagnol, hein, les afrancesados du début du XIXe siècle, qui copient le modèle français. Même chose dans les années 1860 pour les constructeurs de l'État italien. Hein. Donc, et aujourd'hui, ce sont des États, ce que moi j'appelle hybrides ou États asymétriques. Hein. Quand vous voyez la Corse, quand vous voyez ce qu'ils sont en train de faire en Alsace, quand vous voyez évidemment la France de l'outre-mer, c'est quand même un kaléidoscope là de statuts qui pourrait ressembler à cela. Non. Donc, c'est la conclusion, c'est-à-dire que, et là vous voyez un petit moment de publicité, un petit bouquin qui vient de sortir qui pourrait vous résumer tout ça, hein, mais c'est ma conclusion, c'est-à-dire que les régionalismes sont en train de transformer les formes étatiques en Europe dans le sens d'une plus grande différenciation, d'une plus grande asymétrie, d'une espèce de surmesure territoriale, mais en sachant qu'évidemment, l'histoire n'est jamais terminée. Ça peut aussi être des facteurs de déstabilisation, hein, et de conflictualisation des régulations politiques dans chacun de ces États. Donc, il faut avoir en tête les paramètres que l'on a vus et regarder ce que les cycles économiques qui vont venir. Est-ce que ça sera sans doute pas la mondialisation qu'on a connue, hein. L'intégration européenne semble aussi avoir assez largement perdu son souffle régionalisateur, me semble-t-il. Donc, quels vont être les paramètres nouveaux aujourd'hui qui pourraient continuer à réactiver ce clivage centre-périphérie? Pensez évidemment aux questions de relocalisation des industries. Pensez aux questions de climatisation des politiques publiques. Hein, les enjeux de transition vont être des enjeux extrêmement territorialisés. Hein. Le retrait du trait de côte, ça ne va pas se passer partout. Hein. Les changements des usages des sols vont avoir des conséquences très différentes d'un territoire à l'autre. Les innovations technologiques aussi vont se répartir, comme toujours, de manière très différenciée. Hein, l'économie ne crée pas d'égalité, bien au contraire, ce n'est pas sa mission. Donc, voilà, il faut être, à mon avis, rester très vigilant sur ces paramètres qui pourraient, demain ou après-demain, être de nouveaux éléments de réactivation des régionalismes en Europe. Voilà, je vous remercie. On va passer au temps des questions. Oui. On prend, comment vous allez procéder question par question ou... Comme vous voulez. On va voir en fonction de... 3-4 questions. Oui, oui. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le temps des questions, commentaires, remarques. Donc, nous allons prendre, dans un premier temps, 3-4 questions, remarques. Et après, on va. Donc, je vois que vous pouvez un collègue. Oui, merci beaucoup. Le problème, c'est que j'ai 2 remarques et une question. Monopolisé. Est-ce qu'on peut remettre le slide de la définition? C'était le deuxième, je crois. Voilà.
la dernière ligne, c'est la reconnaissance d'identité linguistique et culturelle. Et je pense que c'est un peu limitatif, puisqu'il y a aussi les différences ethniques, économiques, dont vous avez parlé plus tard, mais qui mériteraient peut-être d'être ajoutées à cette définition, dans la mesure où culturel, on va mettre la religion, mais la langue, mais par contre, l'aspect ethnique, je ne peux pas le mettre, et l'économie également. Donc ça, c'était une première remarque. La deuxième, c'est sur le clivage centre-périphérie. J'ai une petite réserve là-dessus, parce que ça ne couvre pas des cas comme celui du changement de centre, la volonté de changement de centre, et qui, on le voit aujourd'hui, avec le Donbass, et autrefois avec les Sudètes et tout, était une excuse de conflit. Donc ça mériterait que, je ne sais pas comment l'introduire, c'est un changement de centre. Volonté d'une région qui veut changer de centre. Et également, il y a des cas, la Belgique, c'est plus de clivage entre 2-3 régions qu'un conflit entre le centre et la périphérie. Donc cette définition sans périphérie couvre pour moi 90% des cas, mais pas tout. Bon, je m'excuse. Et pour la question, c'est Denis de Rougemont. Est-ce que finalement ce ne serait pas la bonne solution? Parce que l'Europe est bloquée aujourd'hui par la règle d'unanimité et par le poids de certains pays qui écrasent un peu, je fais référence à l'Allemagne et la France entre autres, ce qui bloque en fait, qui fonde, qui contrecarre éventuellement la Commission européenne. Et si on avait 50 régions, un peu style les États-Unis, avec des règles différentes de l'unanimité et tout, ça marcherait peut-être mieux. Voilà, merci. Je me suis. Oui, bonjour. Bonjour. J'hésite à poser une question parce qu'il y avait déjà tellement de questions auparavant que je ne voulais pas oublier. Je prends mon carnet. Merci beaucoup pour cet exposé détaillé, en même temps très clair. Et simplement, alors on va dire d'où on parle. Personnellement, je me qualifie pour régionaliste, donc je ne parle pas ni pour la Bretagne, ni pour rien, mais de façon très extérieure. Et je trouve que les régionalistes ont bonne presse, c'est-à-dire que, en général, l'opinion les aime bien, surtout quand ils sont chez les autres. Enfin, si les Écossais embêtent les Anglais, c'est bien, etc. Et il y a évidemment de bonnes raisons, parce qu'on rappelle des exemples très anciens de comment ils ont été opprimés, etc. Bon, on ne parlera pas de la Flandre ici, mais enfin, les paysans flamands qui se faisaient juger devant un tribunal qui ne parlait que français et refusait de parler autre chose, et qui étaient éventuellement condamnés à de longues peines, c'est quand même des choses qui sont encore beaucoup dans la mémoire locale, et on ne va pas parler de l'interdit de cracher et de parler breton dans les trains. Il y a évidemment tout un ensemble de choses qui font qu'on peut dire ah oui, les pauvres prennent. Alors vous avez dit leur revanche. Oui, je pense que c'est un peu c'est vrai, mais moi je vois aussi, mais vous l'avez abordé sur le plan économique, qu'il y a dans ces régionalismes un grand égoïsme. C'est ce que je considère quand la Ligue du Nord parle du Sud, quand je ne dis pas qu'elle méprise le reste de la France, mais il y a quand même dans les grands exemples, la Catalogne, la Flandre, n'en parlons pas, qui méprise la Wallonie à un point, je ne vous souhaite pas de tomber en panne sur le front entre Gand et Anvers, parce que, à moins que vous méprisiez bien le flamand. Et je pense quand même qu'il y a un égoïsme très économique peut-être, qui me les rend à ce coup un peu moins sympathiques que l'opinion générale des gens comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas régionalistes, en a. C'est plus au niveau politique, mais c'est au niveau du vivre ensemble, si on peut dire. Merci beaucoup pour cette conférence. Il me semble que le régionalisme, tel que vous l'avez défini, est en contrepoint avec l'indice que vous avez indiqué concernant le déclin de l'économie mondialisée. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire ce rapport, mais
ça m'a paru être un élément de réponse. Et l'autre élément, c'est, je me disais, politiquement, sur quoi s'appuient ces différents régionalismes. Alors, pour ne prendre comme exemple que la France, est-ce que, alors je pense à l'extrême droite, mais voilà, je mets en lien ces deux types d'économies, mais bon, c'est plus complexe que ça, sans doute. Merci pour cette conférence très intéressante, mais j'aurais un bémol en ce qui concerne la distinction centre-périphérie. Je prends un exemple. Je suis commerçant en 1623 ou en 1723 en Guyenne. Bon, et alors je veux vendre mes fruits pour les apporter en Bretagne. Alors, à l'époque, vous savez, chaque région avait ses unités de mesure, de monnaie, etc. Bon, alors, et puis j'ai des caisses qui sont d'une certaine dimension, mettons, je ne sais pas, 20 livres, mais la livre de Guyenne ne correspond pas à celle de la Bretagne. C'est égal à 0,95 de celle de Bretagne. Bon. Les monnaies ne sont pas égales non plus. Bon. Ensuite, je traverse l'Aunis, enfin diverses provinces où j'aurais peut-être des droits à payer pour traverser ces contrées. Bon. Alors, ce qui fait que, sans compter les bandits de grand chemin qui me prendront peut-être un certain pourcentage. Bon. Et alors, ce qui fait que la notion de pouvoir central, bon, je sais bien l'État moderne depuis Machiavel, mais c'est encore en construction, quoi. Et alors, actuellement, les régions peuvent prendre des mesures par décret qui dérogent en France au droit national. Ça existe déjà. Donc voilà, c'est la notion de régionalisme au sens historique du terme. Je ne sais pas si on peut faire cette opposition, elle est toujours valable. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Sur vos deux remarques, monsieur, et votre question, effectivement, hein, on pourrait, enfin, dans la définition de la forme parti politique, qui défendent le régionalisme, on parle de parti ethno-régionaliste. Donc il y a la notion d'ethnie, hein, qui est peut-être plus large que les identités linguistiques et culturelles. Là, j'ai voulu vraiment parler des mobilisations au sens le plus large possible, voilà, en sachant aussi que la notion d'ethnie peut être discutée et discutable en sciences sociales. Donc voilà, je n'ai pas voulu prendre non plus des risques trop importants. Sur le clivage centre-périphérie, sur les déplacements, je vous suis moins, c'est-à-dire que les déplacements créent d'autres formes de clivage centre-périphérie. Vous voyez, ça peut toujours s'appliquer. Vous voyez, si prenez l'exemple de n'importe quel territoire, Donbass ou autre, peu importe dans quelle
grand ensemble, et le Donbass, s'ils dépendent de l'Ukraine, il y a un clivage centre-périphérie. S'ils dépendent de la Russie, il y a un clivage centre-périphérie aussi. Hein, vous voyez? Donc ça peut fonctionner, le clivage centre-périphérie, dans les deux cas. Hein. Donc là-dessus, je vous suis moins. C'est-à-dire que le clivage centre-périphérie, je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais c'est quand même un concept assez éprouvé qui n'explique pas tout, attention, hein, mais qui permet de positionner, d'avoir une cartographie quand même assez claire des différents paramètres économiques, politiques, culturels qui vont positionner ce territoire et sa population au regard de son ensemble étatique. Donc voilà, ce serait ma réponse. Je ne sais pas si elle est juste, mais... Alors, sur votre question sur l'Europe, c'est une bonne question. Alors, il y avait notamment eu cette réponse lorsqu'on... son nom m'échappe, l'ancien Premier ministre luxembourgeois qui était l'ancien président de la Commission européenne. Voilà, Jean-Claude Juncker, merci de votre aide. Il était encore président de la Commission européenne au moment de l'affaire de la Catalogne et des tensions extrêmement fortes qui avaient eu lieu. Et on lui avait demandé, mais pourquoi vous ne soutenez pas la Catalogne, c'est un référendum d'autodétermination, c'est porté par des vieilles familles politiques extrêmement progressistes, voilà, c'est plutôt un régionalisme de gauche qui est le plus puissant aujourd'hui en Catalogne, voilà, il n'y a aucun danger armé, pourquoi voilà, vous ne voulez pas soutenir les Catalans contre une Espagne qui paraît assez autoritaire, etc., qui met les gens en prison quand même, pour ces questions-là. En Europe, il y a longtemps qu'on ne va plus en prison, normalement, pour ces questions-là. Et dit, mais oui, mais vous savez, vous vous rendez compte, une gouvernance européenne avec plus de 280 régions. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que la philosophie politique dominante au sein des institutions de l'Union européenne peut avoir en partie changé. Il ne faut pas oublier que depuis les élargissements de 2004 et 2007, la gouvernance européenne a été rendue extrêmement difficile, en particulier sur un certain nombre de domaines qui nécessitent des votes qualifiés, voire de l'unanimité, comme vous le dites, et qu'on a été bloqué à plusieurs reprises. Donc, du point de vue des institutions européennes, s'il n'y a pas de dépassement de l'État, y ajouter des dizaines de régions devient un problème de gouvernance potentiel. Donc effectivement, si on ne... Enfin, vous voyez, l'Union européenne, vous le savez, c'est ni un État ni une organisation internationale, c'est un truc entre les deux, un ovni, un OPNI, disait Jacques Delors, un objet politique non identifié. Et donc, c'est pas les États-Unis, c'est pas un État fédéral. Donc on est dans un entre-deux où les États ont repris quand même pas mal la main depuis une vingtaine d'années, et où l'idée d'être concurrencé par les régions, pour beaucoup d'États, était quasiment un casus belli. Je reviens à mon élargissement, faire rentrer l'Europe centrale et orientale dans l'Union européenne, c'est aussi des pays qui sont extrêmement centralisés. Extrêmement centralisés. Ils ont eu 60 ans, 70 ans de bloc soviétique derrière eux, et donc ils ont souvent des communautés culturelles qui pourraient, pour le moment non, mais qui pourraient éventuellement réclamer des choses. Donc ils sont très soucieux d'une relation intergouvernementale, interétatique au sein de l'Union européenne. Donc, en termes de prospective, je vous rejoins. On peut imaginer que des États-Unis d'Europe seraient sans doute peut-être plus efficaces pour la gouvernance européenne, mais le fait est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Alors, deuxième question sur les égos. Alors voilà,
Vous me dites, oui, maintenant, les régionalismes sont vus de manière très sympa, etc. Alors, je ne suis pas sûr, hein, complètement. Voilà. Et surtout, ce qui souvent perturbe beaucoup les médias, notamment les médias parisiens, je suis désolé de vous le dire, mais je les fréquente de temps en temps, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment être régionaliste et progressiste. Alors ça, vous voyez, on est progressiste parce qu'on est républicain, parce que, voilà, on a l'abbé Sieyès au cœur, hein. On ne peut pas être progressiste et catalan, progressiste et écossais, c'est pas possible. Vous voyez? Ça, ils ne comprennent pas tellement quand même. Hein. Donc, ils sont nécessairement égoïstes. Vous voyez? Donc, moi, je ne sais pas s'ils sont égoïstes ou pas. Vous voyez, vous prenez l'exemple... en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent prendre leur revanche sur des... Vous voyez? Donc, moi, je ne rentrerai pas dans le débat de qualifier les uns et les autres. Je crois que c'est d'ailleurs un petit bouquin de Laurent Davzy, Les nouveaux égoïsmes territoriaux, quelque chose comme ça. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Vous voyez? Après, on rentre dans un débat politique, vous voyez, de est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Moi, je ne sais pas s'ils sont égoïstes. Ce que je sais, c'est que oui, bah, vous pouvez les qualifier d'égoïstes dans une logique, parce que vous nous le dites, vous n'êtes pas régionaliste. Si vous avez une vision effectivement républicaine orthodoxe, vous pouvez les qualifier d'égoïstes. Mais de leur point de vue, eux, ils ne le sont pas. Puisqu'ils vont vous dire, bah non, nous, on veut simplement le meilleur de notre peuple et de notre population. Et le meilleur pour nous, c'est de nous détacher, pour les Catalans, le mieux, pour les Catalans, pour leur avenir, de leurs enfants, etc., c'est de se détacher de l'Espagne. Quand la Ligue du Nord ne veut plus payer pour ses fédérants du Sud, quand les Flamands disent oui. Ils le disent. Ah oui. C'est pas seulement qu'on veut nos propres ressources. Il y a une condescendance et un mépris. Oui, oui, je suis d'accord, mais si vous voulez, oui, je suis d'accord, mais comme vous l'avez dit, comme d'autres ont pu avoir du mépris, oui, avant. Oui, mais dans le stigmate, il y a du mépris. Hein. Donc dans le, effectivement, bah, il y a des, oui. Donc bon, alors après, donc nouveaux égoïsmes. Moi, je parle de tension, de conflit, vous voyez, plutôt, parce que j'essaie d'être à peu près neutre, même si on ne l'est jamais complètement. Voilà. Mais bon, donc oui, des formes de nouveaux égoïsmes, sans doute, mais qui s'intègrent dans une longue relation de stigmatisation, de renversement de la stigmatisation, etc., etc. Donc bon. Alors, en revanche, sur le côté sympa, là, je suis... Voilà, ça dépend, hein, mais ça dépend quand même. Quand vous voyez certains articles de Libération ou du Monde, je ne suis pas sûr. Bon, après, c'est très discutable, en tout cas. Alors, la troisième question... Quatrième... Je ne me rappelle plus, madame. Qu'est-ce que vous nous aviez dit ? Oui. Et je me disais, est-ce que, je ne connais pas votre travail, mais est-ce que dans cette conférence, ce développement conceptuel du régionalisme ne venait pas comme indice à ce développement? D'accord. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a des mouvements politiques d'extrême droite qui venaient aussi agiter certains régionalistes? Oui, alors... Encore une fois, vous pouvez trouver des régionalistes ou des nationalistes d'extrême droite. Monsieur, la Ligue du Nord, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, la Ligue, avant c'était la Ligue lombarde, la Ligue vénitienne, etc., qui ont fusionné, qui sont devenus la Ligue du Nord, et maintenant c'est la Ligue. Mais leurs origines sont effectivement sur le clivage nord-sud italien. Alors là, c'est vraiment un régionalisme économique, hein, parce que, alors effectivement, il y a beaucoup de parlers régionaux en Italie, mais ils sont allés jusqu'à s'inventer un nouveau pays qu'ils allaient appeler la Padanie. Hein. Et ils se sont inventés même des cérémoniels
dans une nouvelle langue que serait... voilà, bon. Donc ils ont quand même bien phosphoré, hein. Mais effectivement là c'est plutôt un régionalisme économique, identitaire, effectivement assez extrémiste et voire xénophobe. Donc vous avez cette catégorie-là du régionalisme. Et basé aussi sur un sentiment de supériorité économique, puisque vous savez que grande partie de la richesse économique italienne provient de ces régions, hein, qu'on a appelées la troisième Italie, hein, Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne, etc. Donc là, oui. Alors, ensuite, vous voyez, là, ils ont plutôt essayé de tirer profit de la mondialisation économique. C'est-à-dire la mondialisation économique, là on est dans les années 90, fin des années 90, au moment où les ligues commencent à émerger en Italie. C'est parce qu'il y a un succès économique territorial énorme. Hein, ça fait partie des régions les plus riches d'Europe. Hein. Voilà, c'est comme la Bavière, hein, ces régions-là en Italie, hein, autour de Milan, etc. Bon. Donc il y a ce sentiment un peu de supériorité économique qui est alimenté par la mondialisation économique. Mais vous prenez d'autres traditions du régionalisme, plutôt des régionalistes. Alors, un régionalisme aussi d'extrême droite, plutôt qu'on retrouve, c'est aux Flamands. Chez les Flamands, c'est plutôt aussi la droite ou l'extrême droite. Là aussi, basé sur un succès économique de renversement du stigmate par rapport à la minorité francophone. Hein. Mais dans d'autres régions, ça peut être des régionalismes, je lui ai dit, plutôt progressistes de gauche, Écosse, Catalogne, qui vont aussi surfer sur la même mondialisation économique. Hein, alors, avec d'autres mots, sans doute. Hein, évidemment, oui, c'est paradoxal, mais les Écossais vont bien montrer, ils se sont construits aussi contre Thatcher. Le SNP, hein, c'est l'anti-thatcherisme. C'est le modèle social à l'écossaise. C'est ça le régionalisme écossais. C'est pour ça que je disais que souvent ils gênent un peu aux entournures certains républicains classiques. Parce qu'ils sont bien. Vous voyez, sur les droits, aussi les questions sociétales aujourd'hui, la Catalogne ou l'Écosse, ils sont parfois bien plus avancés que la France. Vous voyez, hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a tout le spectre y est, de l'extrême droite à une gauche très progressiste. Donc, que va devenir... Alors, je pense qu'effectivement, la mondialisation économique un peu échevelée qu'on a connue pendant une grosse quinzaine d'années, même 20 ans, je pense qu'on arrive... Enfin, je ne suis pas économiste, mais j'ai quelques signaux faibles semblent indiquer qu'elle est en train de bifurquer, pour des questions climatiques, pour des questions de nouvelles géopolitiques. Et donc, là, c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça va créer dans les mobilisations régionalistes? Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il y avait là... Oui, monsieur. Oui, alors, vous nous avez décrit avec enthousiasme, effectivement, la France de l'Ancien Régime. Hein, et vous avez raison. Et vous avez tout à fait raison. La France de l'Ancien Régime, c'était un kaléidoscope de tarifs douaniers, de ponts qui, pour les franchir, il fallait payer, etc., etc. Et la Révolution française a permis, effectivement, et ça a été un des succès et de développement économique aussi très très fort, le fait de créer une économie nationale, hein, donc de circulation des biens et des services sur l'ensemble du territoire national. Donc ça, effectivement, ça... Avec des mesures identiques, une monnaie... Oui, c'est Napoléon, voilà, le système métrique, etc. Alors, je vous ferai juste remarquer que certains n'ont pas adopté ce système-là et se sont développés quand même. Bon, voilà, vous voyez, les Britanniques n'en ont pas moins essaimé dans le monde que nous, hein, avec des grandes diversités. Donc voilà, là encore une fois, je pense qu'il faut essayer de... Il ne s'agit pas de critiquer notre modèle, hein, voilà, d'être une espèce de l'autoflagellation,
mais de voir que les modèles peuvent être différents. Les modèles peuvent être différents, et on a, vous voyez, même la France s'accommode du système mosellan ou du système alsacien, avec quelques variantes juridiques et fiscales qui ne sont pas négligeables dans certains métiers, notamment sur l'immobilier, etc., dans ces régions. Donc voilà. Donc, alors après, sur l'idée qu'il y a aujourd'hui des régions qui peuvent par décret, non. Hein, la France reste de ce point de vue-là, même la loi qui est venue récemment, là, en début 2022, la loi 3DS, hein, donc décentralisation, déconcentration, différenciation et simplification, ne permet pas à des régions de déroger avec le cadre national. Ça, c'est pas encore possible. Je ne dis pas que ça ne viendra pas. Non, mais moi non plus, je ne crois pas que vous ne croyez pas. Non, mais non, il y a quelques toutes petites différenciations possibles autorisées par le préfet. Et le préfet, ce n'est pas la région. Non, ce n'est pas la région. Ce n'est pas le pouvoir politique, si vous voulez. Le pouvoir politique, ça pourrait là vouloir dire que le président de la région Bretagne décide que la loi littorale ne s'appliquera pas comme ça dans sa région. Ça, c'est pas possible. Ça, déjà, la loi littorale ne rentre pas. Je ne dis pas que ça ne sera pas possible un jour, attention, hein. Donc là, votre remarque est tout à fait juste. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. C'est sur quelques petits aspects liés à, vous voyez, quelques petits aspects en matière de politique agricole, mais il faut demander l'autorisation au préfet. Et le préfet, c'est le représentant de l'État. Donc s'il y a une logique, même si parfois il peut y avoir des ajustements ou des collusions, mais il y a quand même encore un contrôle de l'État sur ces... Voilà, donc les dérogations, non. En revanche, dans certains pays, vous avez des compétences exclusives qui sont de la responsabilité des régions. Et donc là, effectivement, il y a, comment on pourrait dire ça, un ordre juridique régional sur un certain nombre de questions. Et là, l'État n'a plus rien à y faire, hein, effectivement. Et donc là, c'est des lois régionales qui s'appliquent, souvent des lois régionales avec quand même un cadrage national, mais sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture, sur toute une série de choses. Comment ? Sur le développement économique, etc. Hein, donc il peut y avoir des variantes. Hein, ça. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre débat. Oui, monsieur ? Ah. Moi, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il n'y a pas toujours une ambiguïté dans le mot régionalisme? Parce que la définition que vous avez donnée, elle est très basée sur l'identité collective, la logique d'identité. Quand on parle de l'Europe des 50 régions, c'est pas là-dessus que ça fonctionne, c'est une idée de région, de décentralisation, d'Europe fédérale, etc. C'est pas tellement basé sur l'idée que chacune de ces régions va être un peu plus forte, des souhaits culturels, etc. C'est une façon de gérer l'Europe par le fédéralisme. Donc, en leur donnant plus de pouvoir, etc. Tout un débat sur quelle Europe on veut, etc. Il y a toujours une ambiguïté dans ça, dans la façon dont on parle, il me semble. Puis alors, la deuxième question, c'est plutôt, vous avez évoqué Wilson, le droit des peuples. Est-ce que ce n'est pas un concept qui a totalement disparu quand on voit qu'actuellement, quasiment dans le monde entier, on peut subir que les frontières sont absolument, comme on dit, l'intégralité complète des frontières, ça ne doit absolument pas bouger, sinon ça déstructure, et c'est quelque chose qui s'est installé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans le bloc communiste comme le bloc occidental, c'est fabriquer cette idée que les frontières ne doivent plus bouger, que c'est maintenant solidifié au risque de la guerre, etc. Et donc, la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle a encore été véhiculée au moment des années 60-70
dans les mouvements du nationalisme de gauche, comme on dit, du régionalisme de gauche, qui était presque un nationalisme de gauche, plus qu'un régionalisme. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que cette notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à se heurte, par exemple, c'est évident, le cas de la Catalogne, au fond, le droit fait que la Catalogne n'a pas le droit à son indépendance. Voilà, donc, où des peuples à se retirer de telle et telle structure européenne. Est-ce que c'est pas quelque chose d'assez nouveau depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années que cette notion, elle n'existe plus, qui était la notion variante régionaliste de gauche, peut-être. Oui, en complément de ce que disait monsieur tout de suite, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent d'évoquer le facteur géographique dans le processus de régionalisation, donc pour rester sur la France, Bretagne ou Occitanie versus Nouvelle-Calédonie ou Corse, où là il y a bien une identité géographique? Deux petites questions. Alors, est-ce que tu pourrais revenir quand même sur qu'est-ce qui peut expliquer, tu l'as évoqué à propos de l'Écosse, que certains régionalistes soient plutôt marqués à droite, voire à l'extrême droite, et d'autres à gauche, à l'extrême gauche? Comment expliquer ces différences? Et deuxième question, remarque, concernant le problème des mouvements régionalistes, des partis régionalistes, c'est qu'évidemment, ils sont construits sur un seul clivage. Centre-périphérie, il y a quand même d'autres clivages, évidemment, même dans leur société, entre les travailleurs et les possédants, entre les partisans d'une société très sécularisée et d'autres pas, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas, comment expliquer que des mouvements régionalistes parviennent, dans certaines configurations, effectivement, à faire, non pas taire, en tout cas, à subjuguer d'une certaine façon ces autres clivages. Et est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un problème structurel pour tous les mouvements régionalistes qui est que il faut qu'ils arrivent et ils ont du mal à agréger quand même des patrons et des travailleurs, des riches et des pauvres, des femmes et des hommes, etc., donc, des catholiques et des pas catholiques dans les régions, etc. Donc, comment expliquer à la fois ce processus de réussite dans certains cas, d'union régionale, de cette façon, d'unanimisme relatif quand même, et puis dans d'autres cas, comment ces autres clivages-là freinent potentiellement la puissance des mouvements régionaux. Merci. Alors, sur votre question, monsieur, sur distinguer régionalisme et finalement régionalisation, oui, il faut le faire. C'est-à-dire que là, j'ai une définition du régionalisme, ma définition de la régionalisation n'est pas la même. Le régionalisme est un processus ascendant qui part des sociétés territoriales. La régionalisation est un processus d'aménagement du pouvoir de l'État. Donc, les lois de décentralisation en France, la dévolution britannique, le processus autonomique espagnol dans l'état des autonomies à partir de 1979, etc. etc. Donc on est d'accord là-dessus. Il faut bien distinguer les mouvements sociaux, les partis politiques qui militent pour la défense d'une cause, avec les politiques de réforme institutionnelle des États qui peuvent effectivement créer des institutions régionales. Bon, on n'a jamais pensé en créant la région Grand Est que, vous voyez, on donnait raison au régionalisme du Grand Est. Vous voyez. En revanche, la création du Grand Est pose toute une série de difficultés actuellement du côté des Alsaciens. Enfin, vous voyez, c'est un bon exemple, un très bon exemple. Le territoire se rebiffe, comme dirait l'autre. Bon. Donc oui, il faut être vigilant là-dessus. Donc vous pouvez faire un nouveau cycle sur la régionalisation, je reviendrai bien sûr. Donc, je ne vais pas vous imposer ça.
Donc, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui. Hein, et d'ailleurs, évidemment, pris en tenaille entre le gouvernement central espagnol de Rajoy à l'époque et du tribunal constitutionnel espagnol extrêmement conservateur, les militants catalans effectivement invoquaient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein, et leur était opposé le fait que la constitution espagnole ne prévoit pas qu'une communauté autonome serait-elle une des 3 nationalités historiques reconnues dans la Constitution, ne prévoit de référendum d'autodétermination. Donc c'est au nom de l'absence de possibilité juridique d'organiser un référendum d'autodétermination que le gouvernement catalan a été condamné et les principaux acteurs mis en prison. Parce qu'ils sont allés au-delà ils ont organisé un référendum sauvage alors que le tribunal constitutionnel leur avait dit c'est pas possible. Donc, donc oui. Justement sur cette prohibition du référendum d'indépendance, est-ce que sur cette prohibition constitutionnelle du référendum d'indépendance, est-ce qu'il n'y a pas là la trace historique tout à fait particulière du souvenir de la guerre d'Espagne et de la tentative de sécession, enfin, c'est pas limité à ça d'ailleurs, de Franco? Oui, la constitution espagnole, en fait, est la rencontre entre 2 traditions. Hein, la tradition stato-nationale, centraliste, exacerbée par Franco après sa prise du pouvoir en 1939, incarnée par ce qui s'appelait au moment de la négociation de la Constitution Alianza Popular, avec Manuel Fraga à sa tête. Et d'un autre côté, les forces progressistes, notamment socialistes, mais qui s'appuyaient aussi sur les nationalismes périphériques espagnols pour proposer une autre constitution beaucoup plus plurielle, à l'image de ce qu'avait été d'ailleurs la constitution de la Seconde République espagnole, qui déjà autorisait des formes d'autonomie pour la Catalogne, pour le Pays Basque et pour la Galice. Donc c'est la rencontre de cela, et la rencontre de cela, c'était de ne pas quand même, parce que ça c'était la trace stato-nationale, de ne pas avoir d'options juridiques qui permettent à une entité de sortir. On vous donne de l'autonomie, mais vous ne pouvez pas sortir. Grosso modo, c'était ça le deal. Vous voyez ? Et donc là, effectivement, c'est ça qui a été utilisé comme argument. Donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, là je reviens à votre question, se heurte effectivement ces dernières années à la réelle politique, et au fait aussi, je pense, dans les organisations internationales, au risque de déstabilisation dans pas mal de continents. Si on pose la question ouvertement des frontières, de la redéfinition des frontières, vous voyez, si vous prenez l'Afrique, conférence de Berlin de 1884, c'est les nations européennes qui se partagent l'Afrique. Évidemment, ça ne correspond en rien au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'ailleurs, on voit bien les résultats aussi, en partie. Donc, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un très beau principe. C'est un peu comme le principe de subsidiarité, vous voyez. On peut l'évoquer, mais en pratique, ça veut dire une redistribution complète du pouvoir, la plupart du temps. Et donc, c'est assez peu, c'est souvent invoqué, et d'ailleurs de moins en moins, parce que c'est potentiellement déflagrateur en termes d'effets politiques. Sur le facteur géographique, je suis d'accord avec vous quand même, je ne l'ai pas évoqué, mais quand on revoit les cartes, bien sûr, il y a souvent des périphéries. Alors, il y a souvent, notamment dans les points les plus chauds, et notamment lorsque les langues sont restées longtemps des langues du parler. Donc, vous voyez, la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, la Catalogne, la Galice. On voit qu'on est, vous voyez, l'Écosse, la Cornouaille. On est sur des territoires qui étaient éloignés du centre.
hein, et donc où ont pu se perpétuer plus facilement, parce qu'à distance, des traditions culturelles, des traditions linguistiques, voilà, en dépit des efforts du centre parfois de les inclure. Mais l'éloignement géographique, hein, l'isolement, évidemment dans les îles. Vous voyez, je n'ai pas pris l'exemple du Portugal, mais le Portugal est un des pays européens les plus centralisés d'Europe, sauf pour ses îles. Sauf pour ces îles. Hein, les Açores et Madère ont des statuts d'autonomie très très larges. Vous voyez? Donc l'insularité, évidemment, et pour l'outre-mer français, c'est évidemment l'insularité ou la périphéricité, ce qui fait que certaines régions qui sont de mieux en mieux connectées, par exemple la Bretagne, à Paris, se rendent compte que la proximité n'est pas forcément, plutôt la rapidité de communication peut fragiliser l'autonomie aussi. Hein, parce que ça fait changer beaucoup les sociétés aussi. Vous voyez, ça fait beaucoup de nouveaux résidents qui ne connaissent pas la Bretagne, qui s'en foutent de son histoire. Vous voyez, bon, ils sont là parce qu'il fait un peu moins chaud qu'ailleurs, la mer est belle, vous voyez, bon. Donc, et quand vous connaissez un peu la Bretagne, plus vous allez vers l'ouest, plus c'est la Bretagne, vous voyez, avec des traditions, vous voyez, bon. Donc ça peut se repérer aussi dans d'autres. Donc effectivement, le facteur géographique est un facteur important. Alors, gauche ou droite, qu'est-ce qui fait que certains basculent à gauche ou à droite? Bon, c'est compliqué ça. Sans doute que, évidemment, il faut se replonger dans l'histoire économique, sociale de chacun de ces territoires. C'est pour ça que les études de cas qui vont suivre vont être très intéressantes pour vous. Vous voyez le Pays Basque, c'est plutôt un régionalisme, nationalisme qui naît dans les élites conservatrices, craignant une bascule de leur pouvoir et donc qui crée une forme d'organisation politique et sociale cherchant à préserver leur pouvoir, mais en même temps qui vont être concurrencés dans les années 60-70 par des organisations de gauche ou d'extrême gauche. Hein. Il y aura quand même des partis aussi de gauche et d'extrême gauche, mais ils n'arriveront jamais à renverser le bon vieux parti du PDUB, hein, qui est un parti un peu insubmersible dans cette région. Donc là, vous voyez, en revanche, en Écosse, bon, le SNP, jusqu'à présent, est un parti qui a été assez omnibus, hein, qui a été capable, effectivement, d'inclure la question sociale, la question économique, culturelle, en dessous d'un même parapluie. Et d'ailleurs, pour revenir à Alex Salmon, là, il le dit, hein, le SNP, c'est très très divers. C'est un peu l'auberge espagnole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que visiblement sur l'indépendance ça coince, bah là, ils ont de plus en plus de mal à tenir le parapluie, quoi. Ça part un peu dans tous les sens, les gens ne sont plus d'accord. Hein. Mais vous avez effectivement alors, je pense que la logique d'identification fait que qu'est-ce que ça veut dire une logique d'identification? Comme je vous le disais, 25% de personnes qui se sentent exclusivement d'un territoire. Ça veut dire qu'il y a quand même une logique sociétale, ça fait société. Et donc c'est sans doute dans ces territoires ou régions où le sentiment d'exclusivité est le plus fort qu'une organisation sociale et politique la plus large se déploie. Et donc, en Catalogne, par exemple, vous avez de la droite à la gauche, tout le monde est régionaliste. Mais même les partis dits centralistes sont aussi régionalistes. Hein. D'ailleurs, c'est le cas aussi en Bavière, par exemple, avec la CDU et CSU, la version bavaroise de la démocratie chrétienne allemande, hein, qui défend aussi les intérêts bavarois, et puis l'identité catholique, et puis tout ça. Hein. Donc, voilà, donc il ne faut pas négliger hein, les facteurs plus micros, hein, les choix stratégiques, les programmes qui vont quand même différencier certains
certains types de régionalisme, effectivement, ils ont des difficultés à intégrer certaines questions. Bon, mais encore une fois, certains vont plutôt... voilà, certains régionalismes relèvent clairement de la catégorie des populismes aujourd'hui de droite ou d'extrême droite. Hein. Bon, Ligue du Nord, vous en avez rappelé, les Flamands, voilà. Mais d'autres, vous voyez, c'est plutôt une gauche très avancée. Qui vont les droits LGBT+, etc., les questions écolo++, bon, en Catalogne ou en Écosse, c'est le cas, quoi, voyez. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez surprenant. Hein. Mais ça se passe que dans des régions-nations où, effectivement, il y a une logique d'identification qui est suffisamment ancrée et large pour, j'ai envie de dire, faire société. Comme ça que j'essaierai de répondre. Sur cette question de la difficulté à faire société, c'est-à-dire comment un parti régionaliste à vocation autonomiste puissante réussit à agréger à la fois des patrons et des ouvriers pour être syndicalistes, ou des conservateurs et des progressistes. Donc tu as répondu. Ils y arrivent parfois, jamais complètement, et puis de temps en temps ça explose, quoi. D'autres questions, remarques, commentaires? Oui, est-ce qu'il existe des cas où les régionalistes peuvent faire progresser l'ensemble de la nation? Je pense par exemple à l'Alsace Moselle Concordat, pour des raisons historiques. Il se trouve qu'ils ont des dispositions en matière de santé, sécurité sociale et de retraite qui sont particulièrement avantageux. Et donc l'idée me vient comme ça. Est-ce que vous avez dans l'histoire observé des choses qui se sont passées dans le sens up. Alors, là aussi, on rentre un peu dans des questions, qu'est-ce qui est bien, vous voyez, qu'est-ce qui est bien pour l'ensemble national, hein, donc là, tout dépend un peu du point de vue qu'on a. Mais si je reviens à mes exemples, catalans et écossais, notamment catalans, clairement les élites catalanes, notamment parce qu'ils ont aussi une capitale assez emblématique, multinationale, etc., qu'est Barcelone. Voilà, pendant 20 ans, ils ont été la figure de la modernité sociétale espagnole et ils ont largement nourri les programmes, notamment plutôt à gauche, hein, les programmes lorsque le Parti socialiste était à la tête de l'Espagne, sur la mémoire de la guerre civile espagnole, sur l'avancée des droits en matière d'homosexualité, etc. Ils ont été extrêmement allants. Alors, pas forcément les partis régionalistes, mais par exemple le PSC, qui était le Parti socialiste catalan, hein, qui était dirigé par quelqu'un qui est décédé maintenant, qui s'appelait Francesc Maragall, et qui était le grand leader socialiste catalan, proche des régionalistes de gauche, ou des nationalistes de gauche plutôt, mais sans en être. Et donc qui était un peu la courroie de transmission aussi de l'espèce de bouillonnement culturel, sociétal qu'était la Catalogne des années 90, début des années 2000, en direction du centre. Hein. Et voilà, donc après... sans doute aussi que, vous voyez, ce serait plus discutable, hein, mais aujourd'hui, la Wallonie est en train de remonter la pente, par exemple, hein, mais elle copie beaucoup la Flandre, sur le plan économique aujourd'hui, sur les politiques d'innovation, sur les politiques de clusters,
voilà, les Flamands ont été très en avance là-dessus, vous voyez. Donc il peut y avoir des effets, vous voyez, donc il y a des effets de mimétisme, hein, les uns se copient, etc. Voilà, ce qui a pu se passer en Bretagne sur la coordination entre les différents niveaux de collectivité territoriale, etc., est devenu une loi nationale. Par exemple, alors vous voyez, détails techniques, hein, mais parfois c'est très technique. En 2014, on a eu une loi en France, peut-être que vous vous en souvenez, c'est la loi MAPTAM, modernisation de l'action publique et affirmation des métropoles. Eh bien, il y a un article qui organise ce qu'on appelle les CTAP, les conférences territoriales de l'action publique. Bon, pour que l'État et les collectivités territoriales se mettent d'accord sur un certain nombre de gestions de compétences, de partage de compétences, je ne rentre pas dans les détails. Bon, qui a porté ça? C'est Marie-Lise Lebranchu. Hein, Marie-Lise Lebranchu, donc, était à l'époque ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, mais qui était surtout avant, qui a eu une longue histoire politique en Bretagne, qui était vice-présidente de la région Bretagne, et qui a connu en Bretagne ce qu'on appelle le B16, la Bretagne à 16. Hein, c'est une structure complètement informelle qui réunissait la région, les départements et les principales agglomérations bretonnes pour se mettre d'accord sur certains sujets, sur la pêche, sur plein de trucs. Voilà. Donc elle a eu l'idée, ça semblait bien marcher en Bretagne parce qu'il y a un modèle coopératif, ça fait partie un peu de l'ADN breton, bref. La coopération, le modèle mutualiste, elle a essayé de le faire essaimer à travers cette CTAP dans une loi nationale. Donc vous voyez, c'est un exemple bottom to the top. Hein. Alors voilà, il doit y en avoir d'autres, hein, mais ça fait partie un peu de la question de est-ce qu'on peut expérimenter dans un territoire, et puis ensuite... mais j'ai envie de vous dire, les CTAP, pour connaître un peu, vous voyez, la CTAP en Bretagne, ça peut marcher, je ne suis pas sûr que dans le Grand Est, ça fonctionne. Vous voyez, après, les configurations territoriales peuvent résister aussi, hein, parce qu'elles ne sont pas les mêmes, vous voyez. Voilà. Et puis quand ça devient officiel, faut que tout le monde y soit. Vous voyez, donc là, c'est le banc et l'arrière-banc de tous les territoires de France qui veulent en être. Ce qui n'était pas l'esprit à l'origine de l'expérimentation, entre guillemets. Donc vous voyez, il y a plein de questions. Mais oui, effectivement, il y a même, je crois que c'était un auteur britannique qui était assez célèbre dans les années 90 parce qu'il avait notamment promu le concept de néo-régionalisme. Il s'appelle Michael Keating, il est prof en Écosse. Et dans un de ses articles, il dit « Les régions sauveront les nations ». Hein, c'est dans certaines régions que voilà, il y a des innovations qui se produiront, des expérimentations qui permettront à certains États-nations de perdurer. Bon, il avait en exemple, évidemment, certains exemples du Royaume-Uni ou de l'Espagne. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit complètement vrai, mais en tout cas, ça peut se produire. Oui, oui, tout à fait. Hop. Pour venir terminer sur la France, j'avais une question qui me venait aux échanges tout à l'heure sur la différence entre régionalisme et régionalisation. La France se caractérise par le fait qu'on a, sous la Révolution française, créé artificiellement, enfin largement artificiellement des départements, puis ensuite on a créé artificiellement des régions, à part peut-être la Bretagne et la Corse tardivement. Et je me demandais si la France ne se caractérise pas par finalement l'existence d'identités territoriales très locales. Je suis issu d'une région qu'on appelle le bassin minier, on va appeler plutôt l'ex-bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. L'identité était et reste très forte. Quand on regarde d'ailleurs l'engouement autour du Racing Club de Lens, qui fédère un peu ça, bon, il y a aussi des patois, il y a aussi des... Et il se trouve que par ma vie, j'ai fréquenté d'autres territoires, je sais pas, les Cévennes par exemple, le Jura, etc. C'est quand même très très frappant de voir finalement qu'en France, le niveau institutionnel
est totalement déconnecté finalement de l'espace vécu de beaucoup de gens. Et du coup, l'identité. Alors, je voudrais vous demander si, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus qui essaient de mesurer justement cette. Voilà, c'est ce dont on parlait de l'identité du 14e, je ne sais pas si elle existe, je suis du 15e arrondissement. Donc il y a peut-être un truc, enfin bon, il y a un truc, pareil, voilà, parisien c'est quelque chose. Voilà. Donc voilà, je vais te poser une question sur ce parallèle, et pourquoi du coup il n'y a pas plus de. Voilà, il y a eu des créations de pays à un moment, etc. Mais on a l'impression que les élus par rapport à ça restent très timides, et que bon, voilà. Donc du coup on a un phénomène d'invisibilisation en France des identités territoriales, alors qu'à mon avis elles sont très présentes. Je précise, il y a une norme qui est du 14e, mais on accepte tout le monde. Bon, j'habite à la frontière. Je vais dénoncer un peu trop occidental. Alors, oui, c'est effectivement une remarque très juste. Je ne connais pas de travaux qui essaient d'évaluer ou de mesurer ça. En revanche, ce qu'on peut vraiment montrer par l'histoire contemporaine, c'est qu'il y a très tôt en France une volonté effectivement de créer par les institutions, enfin on veut détacher quand même le grand tout, vous voyez, à la CIS, c'est quand même une tabula rasa. Hein, on veut créer un homme nouveau ou une femme nouvelle en créant d'autres formes organisationnelles. Oui. Je crois que c'est la Convention qui avait un projet de quadrillage absolu. Oui, c'est ça. C'est ça. Évidemment, comme dans les régions maritimes, ça donnait des résultats bizarres, ça a été abandonné. Oui, on est sur l'esprit des Lumières poussé à son paroxysme, hein, effectivement. Il y a une carte assez célèbre où, effectivement, les départements sont des carrés qui sont divisés en cantons qui sont des carrés, et les communes, c'est aussi des carrés. Ça a marché pour certains États du centre des États-Unis. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Ils sont arrivés au chef-lieu en une journée. Voilà. À cheval. Ça a marché au détriment des Indiens d'Amérique, qui passent en terrain aux États-Unis. Bah oui, il y a toujours des perdants. On a éliminé la population qui y habitait. C'est facile de faire des carrés, ils sont censés y avoir personne, il y avait des soldats d'Amérique. Par contre, je vais vous laisser répondre, M. Ouais. Non, oui, on arrive à la fin, je sens là. Et donc, quand on regarde ensuite le XXe siècle, il y a aussi une pensée aménagiste unique au monde en France, c'est-à-dire comment l'État pense le territoire et cherche à l'aménager. Hein, les premières régions économiques, par exemple, sont inventées en 1917 par Étienne Clémentel, qui avait mobilisé des géographes pour redessiner la France, là aussi sur des bases de rayonnement urbain ou métropolitain. Pensée aménagiste qui sera reprise dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une exception française. Alors, il y a une exception française, c'est-à-dire la puissance, moi me semble-t-il, c'est-à-dire que c'est le seul État européen qui a réussi à transformer, en grande partie, pas complètement, mais qui a réussi à transformer les dividendes de la révolution industrielle en politique d'unification nationale. C'est-à-dire que même en Bretagne, voilà, 50% des Bretons se sentent français, ils ont cru au projet républicain, une majorité y croit toujours. Donc ça, c'est l'exception française, parce que les Britanniques n'ont jamais eu ce projet-là. Ça ne les intéresse pas. Eux, c'est le self-government, donc voilà, on fait des unions, mais chacun reste chez soi avec ses règles. En revanche, on aura une armée commune, chacun avec ses uniformes, et puis on va conquérir le monde, avec la fierté, le roi, etc. Bon. Donc, chacun garde ses traditions. Nous, les petites patries, c'est un peu l'espace vécu, les petites patries. C'est d'où on vient, c'est son clocher, c'est son enfance, effectivement, c'est quelque chose de presque... c'est très personnel, c'est un rapport au territoire presque charnel, mais ce n'est pas du tout la citoyenneté politique
hein, l'identification politique. D'où, effectivement, lorsqu'on regarde les régions françaises, à part à quelques exceptions, en fait, pour avoir travaillé il y a plus de 20 ans en centre Val-de-Loire, alors là, c'était pas mal non plus. Hein, vous voyez, là, c'est des parcellisations de sous-identités tout à fait respectables, mais qui n'ont jamais fait en aucune manière région. En aucune manière. Hein. Entre Tours, Orléans, vous voyez, après des territoires très ruraux qui ressemblaient au Limousin, enfin bon, vous voyez, il y avait... Et pour avoir discuté d'ailleurs avec notamment discuté avec Jean-François Gravier, vous voyez, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Gravier, de faire un entretien avec lui, on était à la fin des années 90 avant qu'il décède, hein, donc c'est celui qui a écrit Paris et le désert français, 1947. Monument de la géographie, et voilà. Bon, j'ai discuté avec lui, c'était encore un vieux monsieur qui avait une trajectoire politique très, voilà, bon, bref, et il racontait comment ils avaient dessiné la carte des régions en 1956. Donc la carte des régions de 1956, c'est celle que François Hollande a modifiée en 2015, grosso modo. Il disait, d'abord, donc on a pris les principales villes, et puis on avait fait des cartes sur les flux téléphoniques, la circulation des voitures, bon, voilà, donc, les universités, où est-ce qu'il y a des grands hôpitaux, crac-crac, on a fait ça, et donc on a réparti à peu près, et puis tout d'un coup, au centre de la France, on a appelé ça le centre. Vous voyez, donc, alors, par contre, c'était pas... les gars, ils ont bossé 12 mois quand même. Hein, avec des hauts fonctionnaires, il y avait un peu de sérieux. C'était pas la France de François Hollande où on fait ça, vous voyez, un lendemain d'élection municipale, en bras de chemise, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la carte des régions. Vous voyez, c'était quand même une autre époque. Il y avait un peu de sérieux quand même. C'était l'Europe qui avait demandé qu'il y ait moins de régions. Oh, pas à l'époque, non. Ah oui, vous voulez dire François Hollande? L'Europe n'avait pas demandé moins de régions. Elle avait demandé un peu de sérieux à la France dans la conduite des réformes. Et donc, pour donner à penser qu'on était capable de réformer en France, François Hollande a dit, eh bien, on va changer nos régions, on va supprimer nos départements, parce qu'il avait dit ça, et ça fera 13 milliards d'euros d'économie. Donc, on n'a pas supprimé les départements, on a quelques grandes régions, mais on n'a pas fait 13 milliards d'euros d'économie. Voilà. Mais bon, c'était... Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous pour vos questions.